Cancelo decide di non accontentarsi della rimessa, Cancelo di cercare l'1 contro 1, passa Cancelo, altra bella giocata, va sul destro, Cancelo, tiro deviato e poi Radu non ci arriva, Ronaldo con la porta spalancata, la mette dentro, la Juve in vantaggio al 18esimo, quinto gol di Cristiano Ronaldo. Ciao à tutti, bienvenue dans le podcast Stylé Juve, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité de la Juventus. Aujourd'hui, épisode numéro 15 et premier coup d'arrêt pour la Juventus qui lâche donc ses premiers points avec un match nul contre le Genoa. On va bien sûr revenir sur ce match et puis on ouvrira une page Ligue des Champions avec un invité supporter de Manchester United donc pour parler du match de mardi soir entre la Juve et les Red Devils. Avec moi pour parler d'abord du match contre le Genoa, il y a bien sûr Calo, salut. Salut à tous. Amy, salut. Salut à tous. Et puis Erwan nous rejoindra donc plus tard pour Manchester, salut. Salut. Et donc la Juve qui fait match nul à domicile contre le Genoa pour le retour de la trêve internationale, but de Cristiano Ronaldo pour les bianconeri. Et j'ai envie de commencer en te citant, Calo, et en citant un de tes tweets que tu nous disais, jeu léché, excellent niveau technique, pressing haut mais intelligent pour ne pas gâcher de l'énergie inutilement, conscient de notre force sans sombrer dans la prétention, etc. Vraiment, on ne peut rien reprocher à cette Juve. Et quand je t'ai vu dire ça, je me suis dit que le podcast, en tout cas la partie sur le match, allait pas durer longtemps. Et puis finalement, la Juve est retombée un peu dans ses travers de l'année dernière. Ah ben ouais, c'est ça en fait, on a vu une Juve en mode Dr Jekyll et Mr Hyde quoi. Comme tu dis, en première mi-temps, c'était vraiment une première mi-temps de rêve, jeu léché, je vais utiliser mes propres arguments, excellent niveau technique. Et on a même vu du jeu en une touche de balle, sans geste, plume dans le cul inutile comme des talonnades ou des coups du sombrero au milieu du terrain. Non, rien de tout ça, c'était juste beau, simple, efficace quoi. Le pressing, il était haut, hein. Il était haut mais intelligent parce qu'on devait garder de l'énergie pour le match de demain. Et voilà, rien à reprocher en première division. Moi, j'ai regardé ce match-là avec 3 potes, dont un supporter de Manchester United, et j'étais pas content. C'était bien plus que ça. J'étais fier. Je me suis dit, mais là, je suis en train de lui présenter du haut de gamme, quoi. Et même lui, il avait les yeux écarquillés. Vraiment, j'étais fier de la première mi-temps. Puis la deuxième mi-temps, voilà, on s'est senti trop supérieur. Moins de pressing, certains de nos joueurs sont pris pour des freestylers, ça commençait à faire des gestes techniques au milieu du terrain, mais des gestes techniques juste pour le geste technique, tu vois, pour épater la galerie, c'était pas utile tactiquement parlant. On a été prétentieux mentalement parlant, on était en mode ok, on est trop supérieur, on va leur en mettre 3 facilement. Eh bien quand tu joues avec cette mentalité, tu le payes, et c'est un match à oublier, et j'espère que ça va nous servir de leçon. Et il faut parce qu'il y a vraiment un abysse entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, et c'est peut-être un peu le risque aussi avec cette trêve internationale. Tu te déconnectes du club là pendant 2 semaines et c'est vrai que tu reviens, tu recommences à gagner facilement et tu te dis c'est bon, on va enchaîner comme avant. Et non, surtout pas en Serie A et surtout pas contre un adversaire comme le Genoa qui nous pose régulièrement des problèmes. Émilie, t'avais mis en garde toi un petit peu en début de saison justement sur les pertes d'attention, notamment avec les matchs contre le Chievo ou contre Parme par exemple. Donc j'imagine que tu es forcément mécontente d'avoir revu ces défauts-là. Oui, je suis carrément déçue parce que effectivement, comme Calo l'a dit, la première mi-temps, elle était vraiment exceptionnelle et si on avait fait 2 périodes comme ça aurait été vraiment le top du top, surtout pour se mettre en confiance pour le match de Ligue des Champions. Donc non, je trouve ça dommage. Après, il y a beaucoup de choses qui peuvent être imputées à ça. On revient de la trêve, on sait toujours que revenir de la trêve, à chaque fois, on fait pas un gros match. Donc ça peut être une explication. Maintenant, on retombe trop facilement dans nos travers et que là, on l'a payé un peu cher. On perd quand même 2 points qui auraient pu faire du bien peut-être plus tard. On verra si ça nous coûtera cher ou pas. Mais en tout cas, il y avait mieux à faire. Et malgré tout, on a fait une très bonne première mi-temps, mais on peut quand même constater qu'on a eu énormément d'occasions et qu'au final, à la conclusion, il y en a qu'un seul qui est rentré. Donc il y a peut-être aussi un manque de cynisme en face des cages qui fait que on a beaucoup d'occasions, mais on les concrétise pas, quoi. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé très marquant, et encore plus parce que quand on sait qu'Allegri, souvent, ce sont les changements qui font que derrière le match se redresse. Là, pour moi, les changements, ils ont rien apporté du tout. L'entrée de Dybala, ni fait ni à faire. Franchement, je l'ai trouvé très faible. Et Douglas Costa, même topo. Mais oui, non, Dybala, pour moi, il a quand même 2 occasions de nous donner la victoire et il concrétise pas. Alors après, bien sûr, personne n'a dit que c'était évident, mais malgré tout, il arrive un moment où il va falloir commencer à être un peu plus tueur devant les cages.
Oui, Allegri, il a souligné, il a dit on a été frénétique, ensuite on a été endormi, et ensuite on a été refrénétique parce que voilà, il fallait reprendre les devants. Est-ce que tu imputerais une partie du match nul à la trêve internationale, Calo, ça a coupé une dynamique pour toi? Ah non, pas du tout. Non, rien à voir. Parce que si la trêve internationale aurait été responsable de cette méforme, ben pourquoi elle n'était pas responsable sur la première mi-temps? La première mi-temps, tout était parfait. Hein. C'est simplement de la prétention, voilà. Quand une équipe est prétentieuse, on a besoin d'un capitaine qui remonte les autres. Et là, Bonucci, sans vouloir l'incriminer, il n'a pas fait le rôle de capitaine. Si Chiellini aurait été là à ce moment-là, ou Buffon était encore chez nous, là, à un moment, il aurait gueulé sur les autres et dit, les mecs, réveillez-vous. Là, il a sombré avec les autres. Donc, non, c'est juste mental. Prétention mentale, sûr d'être trop fort, et c'est ce qui nous a tués. Je trouve qu'Allo, que tu soulignes un point super important, et c'est quelque chose que j'ai remarqué souvent, enfin bon, pour le peu que ce soit arrivé, je trouve qu'à chaque fois que Bonucci a été capitaine, on n'a jamais fait un grand match derrière. Ah non, mais c'est ça, hein, il n'a pas le comportement hors réseaux sociaux d'un capitaine. Maintenant, on peut pas lui reprocher, c'est le cas de plein de gens. Mandzukic peut être un guerrier dans le combat, mais je suis sûr que c'est pas non plus celui qui va gueuler sur les autres. Hein. C'est une question de personnalité, de manière de faire. Là, il a sombré simplement avec le bateau. Bonucci, parlons-en justement, puisque 6e but encaissé par la Juve cette saison, 5e but sur lequel il y a une responsabilité, encore une erreur de marquage, encore des erreurs de b.a.-ba de défenseurs, j'ai envie de dire. Même toi, Émilie, qui essaye habituellement de le défendre, pour le coup, on est sur un cas impossible à récupérer là. Non, il n'est pas irrécupérable, mais pour l'instant, disons qu'il est quand même contestable. Maintenant, je pense qu'il a fait une mauvaise saison la saison dernière et que du coup, il n'est pas dans la même dynamique qu'il y a 2 ans. Donc moi, je pense qu'il y a le temps que tout se remette en place, les automatismes, etc. normalement. Bon, il fait quand même encore des bonnes choses, hein, plutôt offensivement. Malheureusement, c'est un peu en défense aussi qu'on l'attend et c'est dommage que au niveau défensif, ça suive pas trop. Donc moi, j'attends que ça se redresse, mais je pense que par-dessus tout, le problème, il est mental et que Bonucci, il a commencé à dérailler quand il s'est séparé de son préparateur mental, son coach mental. Et je pense que ça joue énormément, en fait. Je pense qu'il lui a apporté énormément et que derrière, de lui-même tout seul, ça fonctionne pas aussi bien. Donc peut-être que c'est ça qui fait défaut. T'as raison de le souligner, c'est peut-être ça, il y a des gens qui ont besoin d'être cadrés mentalement pour rendre au maximum. Moi, je sais pas c'est la faute de qui. Ce que je sais, c'est que déjà, de un but, c'est jamais la responsabilité d'un homme. C'est toujours 4-5 joueurs qui ont une responsabilité sur un but. Bon, après, il y a des tirs de 40 mètres qui partent dans la lucarne, ou ce que la responsabilité est peut-être du gardien parce qu'il est mal placé. Oui, ok, il y a qu'un homme, mais en règle générale, t'as toujours 4-5 hommes qui sont responsables sur ce but-là. Il y a eu le plus grand responsable, selon moi, c'est Benatia. Lui, vraiment, c'est juste catastrophique. Et un jour, je m'occuperai de son cas. Le mec, il fait zéro pressing, il regarde le mec centré tranquillement, sans problème. Cancelo a fait une petite erreur aussi, le gardien est mal placé. Mais c'est constamment Bonucci. Dans les 4 ou 5 personnes qui sont incriminées sur un but, Bonucci est constamment dedans. Et son nom ressort. Pourquoi? Parce qu'il est toujours à la finition. C'est toujours le mec qu'il est censé tenir qui marque. Et c'est, encore une fois, il s'est pas marqué un homme, ok, il faut s'y faire, mais non, arrêtons de taper sur lui, parce que bon, il fait partie aussi du groupe, maintenant on peut pas non plus trouver un bouc émissaire, mais il faut vraiment qu'il se reprenne, parce que là il s'agit pas d'un match mauvais, de 2 matchs mauvais ou de 3 matchs mauvais, là il est en train de nous faire une Donnarumma, hein. Ça fait 1 an et demi qu'il est juste médiocre, qu'il a juste plus de niveau, il vit de ses rentes. Bonucci, pourquoi joue-t-il titulaire aujourd'hui? Parce que on se dit, Bonucci est un grand défenseur. C'est pas grâce à ses performances. Et ça, vraiment, il faut qu'il se reprenne dans l'intérêt de tout le monde. Qu'on le déteste ou qu'on l'aime, dans l'intérêt de la Juve, il faut qu'il se reprenne. Ou alors, il faut qu'il fasse un petit tour sur le banc, parce que c'est pas possible. On peut pas affronter des grands rendez-vous avec un défenseur central pareil. Non, parce que je trouve que c'est vraiment des erreurs d'école de football, quoi. Le marquage, c'est ce qu'on t'apprend quand tu commences en défense. Et moi, je suis quand même assez étonné qu'on en parle aussi peu. Il y a eu la conférence de presse d'avant-match contre Manchester où le journaliste dit à Allegri, montez pas un peu inquiet, vous avez pris 4 des 6 buts sur des ballons aériens. Et personne dit, bon, il n'y a pas un problème avec Bonucci là, parce que voilà, c'est systématiquement les mêmes erreurs de marquage qui se reproduisent. Et je trouve que, alors les tifosi évidemment tapent dessus aussi parce qu'il y a eu des problèmes avec son retour, mais
Je trouve que la presse et le milieu sportif général est assez clément avec lui pour des erreurs qui sont quand même qui commencent à devenir monumentales, parce que je me moquais un petit peu du défenseur des Young Boys de Berne là sur le premier but de la Juve qui regarde le ballon tout du long, mais là c'est exactement ce que Bonucci fait, il regarde le ballon, il regarde le centre, il est absolument pas conscient qu'il y a un joueur derrière lui, enfin il oublie complètement son vis-à-vis. Moi je trouve ça à son niveau de faire des erreurs comme ça, c'est quand même stupéfiant. On est d'accord, Fio. Maintenant, en parlant de Bonucci, je vais juste dire quelques mots sur un autre petit problème, entre guillemets, c'est Bonucci capitaine. Alors moi, j'avoue, j'ai mon âme qui a vomi quand je l'ai appris. J'ai regardé le match avec des potes, comme je te l'ai dit, et je peux t'assurer que j'ai insulté quelques mamans quand j'ai appris la nouvelle. Bon, après, à tête reposée, on va essayer d'intellectualiser le débat un peu, de pas partir non plus sur les nerfs, et on peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement parce que Bonucci, tu peux pas avoir la moitié dans ton effectif. Soit tu ne le reprends pas cet été, soit tu le reprends et tu le soumets aux mêmes règles que les autres. Le capitana va au plus capé, point. Il a plus de présence que les autres, le brassard est pour lui. Après, encore une fois, ça me fait chier, mais c'est logique, c'est normal, nos dirigeants, notre entraîneur ne peut pas faire différemment. Moi, vous connaissez déjà mon avis sur Bonucci, je lui pardonne pas son départ et je lui pardonnerai pas même après son retour, mais j'avais vu avant le match qu'il était question que Mandzukic soit capitaine et du coup j'ai été très déçu de voir qu'effectivement c'était Leonardo Bonucci qui avait le capitana. J'avais beaucoup aimé ce que tu avais dit, Calo, en début de saison, quand tu avais dit que le vestiaire ne lui reconnaissait pas justement l'autorité ou la légitimité pour être capitaine. Bon voilà, après peut-être qu'il y avait vraiment personne d'autre, il y avait pas Khedira cette fois, et puis peut-être que Mandzukic a pas l'âme d'un capitaine vraiment dans le groupe, mais moi ça me gêne un peu, ouais, quand même, quand la Juve parle autant du respect de l'institution, et là tu t'as pas beaucoup respecté dans ton institution dans toute l'histoire, mais depuis le début en tout cas. Ouais, mais là c'est notre avis personnel. Moi ça, c'est pas que ça me gêne un peu, moi ça me gêne beaucoup. Je te dis vraiment, j'étais relativement énervé quand j'ai vu ça. Mais après, si comment dire, le vestiaire a un autre rapport avec lui, il a peut-être fait un mea culpa, imagine, il s'est mis à genoux dans le vestiaire en pleurant, j'exagère bien évidemment, mais on sait pas ce qui se passe dans l'intimité d'un vestiaire. Non, c'est sûr, c'est sûr. Émilie, toi qui est quand même un peu la pro Bonucci de notre équipe, on va dire, ça te fait quoi de le voir avec le capitaine, le brassard de capitaine? Moi perso, ça me fait trop plaisir quand je vois ça. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est retrouvé, je pense, au sein du vestiaire. Parce que je pense que si tout le vestiaire était opposé à ce que Bonucci soit le capitaine d'un soir, il le serait pas. Donc, parce qu'il y a quand même un équilibre d'équipe à avoir. Donc, je pense que malgré tout, il y a dû se passer quelque chose en interne. Il a dû s'excuser, etc. Je pense que voilà. Donc maintenant, ça m'a fait plaisir. Maintenant, comme je l'ai déjà dit précédemment, pour moi, même il y a 2 ans et 3 ans, quand Bonucci a été capitaine, on n'a jamais fait des grands matchs derrière. Pour moi, il a pas cette âme de capitaine sur le terrain. Je pense qu'il a une vraie âme de leader, mais peut-être pas jusqu'à être capitaine. Ouais, c'est un bon point que tu soulignes. Calo, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose sur ce match? Oui, une dernière chose, parce que là on a dit que du mal, on va dire un petit peu de bien aussi, parce qu'on est Juventine et on sait, mais on se fait des bisous. Alors je voudrais parler un peu de Cancelo, quelques mots. Alors moi j'ai du mal à me souvenir d'un latéral comme Cancelo qui pour le moment fait littéralement ce qu'il veut sur son aile. Voilà, tout lui réussit, et les rares fois où ça lui réussit pas, il arrive quand même à retomber sur ses pattes et à sortir un truc inattendu. Défensivement, il fait des progrès à vue d'œil. Offensivement, c'est même plus un latéral, c'est un ailier. C'est un joueur monstrueux. Alors j'ai vu sur Twitter des gens qui disent oui, mais tu te souviens pas d'Alves. Non, mais Alves était exceptionnel. Quand il décidait d'être exceptionnel, on se souvient tous de son match contre Monaco, mais des matchs où il a pris 5 en note, il y en a eu un paquet. Pour le moment, Cancelo, c'est juste le MVP sur tous les matchs. Alors ouais, évidemment, j'exagère, mais il est toujours au moins dans le top 3 des meilleurs joueurs. Donc moi, fantastique, je suis heureux de l'avoir chez nous. Et je sais que tu aimes Cuadrado et j'ai beaucoup apprécié son entente avec Cuadrado, ça marchait vraiment bien. Ouais, c'était juste magique, c'était beau à voir en première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, à part Cuadrado qui a quand même fait le taf, Cancelo a pêché un peu trop de prétention lui tout seul. À un moment, il s'est pris pour Maradona, il a voulu dribbler 2 types et il a perdu la balle. Mais voilà, c'est un péché de jeunesse et comme l'a dit Amy, il a pas eu un capitaine pour lui remonter les bretelles à ce moment-là. Non, et puis je pense au-delà de ça qu'il est relativement jeune et qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre. Donc être déjà à son niveau maintenant, c'est déjà extraordinaire. Je pense qu'il peut que être encore plus flamboyant dans le futur. Et oui, non, je trouve la comparaison avec Alves, elle est intéressante aussi parce que Dani Alves, il a fait des trucs vraiment. Moi, j'ai vraiment, franchement, rarement vu chez nous un latéral comme lui et j'ai regretté qu'il soit parti. Avec Cancelo, je pense qu'on a vraiment trouvé la relève pour le coup. Après quelques années d'errance, là, on tient quelqu'un de sérieux.
Et moi, Cancelo, je l'attends maintenant vraiment dans les grands matchs pour voir si ça peut marcher aussi. Et un grand match, il y en a un qui arrive ce mardi avec le déplacement à Old Trafford pour affronter Manchester United. Et donc, pour parler de ce match, on accueille Erwan qui est de la page @MUnited France. Merci Erwan d'avoir accepté notre invitation. Et donc, pour lancer un petit peu le débat sur ce match, première question qui va porter sur Cristiano Ronaldo. À quel accueil il peut s'attendre au CR7 demain? Bah, Cristiano Ronaldo, à mon avis, il aura le même accueil qu'il a reçu en 2013, c'est-à-dire que il sera vraiment bien accueilli, il n'est pas oublié, il est toujours vu comme une légende, c'est un des seuls ballons d'or de l'histoire du club, donc il a tout gagné, donc oui, il a encore une belle place dans le cœur des supporters, donc il sera vraiment bien reçu et ça sera l'accueil vaudra à peine d'être vu, je pense. Alors tu vas nous aider un petit peu à comprendre cette équipe de Manchester United parce que depuis le début de la saison, nous en tant qu'observateurs, on va dire extérieurs, on semble voir le meilleur et surtout le pire. Comment on peut la cerner cette équipe de Manchester United? À quel niveau elle est vraiment? À quel niveau, même moi qui les regarde tous les week-ends, c'est très difficile parce que elle peut à la fois être totalement absente contre un adversaire faible, enfin relativement faible comme Newcastle, et en même temps elle peut être capable de lutter avec les meilleures équipes du pays comme Chelsea. Le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à mettre une intensité sur 90 minutes. La plupart du temps, les entames de match sont très mauvaises et ils ont besoin d'un élément déclencheur. Et une fois que l'élément déclencheur arrive, on a l'impression de voir une autre équipe qui va commencer à mettre de l'intensité dans les duels, qui va commencer à être juste dans ses combinaisons. Comme on a vu contre Chelsea, deuxième mi-temps, on remonte très bien. Et ensuite, il y a le premier but de Martial qui arrive sur une situation assez confuse. Et à partir de là, c'est l'électrochoc et on poursuit comme ça. Et de cette manière, on arrive à vraiment exploser dans une rencontre. C'était pareil contre Newcastle, mais avant ça, on a du mal à rentrer dans un match. Et donc, je pense globalement que la grosse faiblesse de l'équipe pour l'instant, elle est vraiment morale. Elle a tout le temps besoin du coup de pouce pour y arriver. Et du coup, quand le moral n'est pas là, ça influe sur la qualité technique et aussi surtout sur l'intensité physique. Calo, tu t'es mis au football anglais ce week-end et tu as regardé ce match entre Chelsea et Manchester United. Qu'est-ce que t'en as tiré de ce match-là? Ah oui, je me suis fait violence. J'ai regardé un match British Premier League parce qu'en fait, je suis pas un amateur de football. Désolé, je suis juste un supporter de la Juve, passionné, passionnel, et je regarde très peu les autres championnats. Et là, j'ai regardé. Et voilà, c'est sûr, il y a de l'intensité, les stades sont beaux, l'herbe est magnifique, il y a beaucoup de physique, mais j'ai trouvé vraiment techniquement d'une pauvreté quelque chose d'exceptionnel. De chaque côté, t'avais quelqu'un qui techniquement sortait du lot, Pogba d'un côté et Hazard de l'autre. Mais j'ai vu des amortis du genou, j'ai vu des contrôles du tibia. Comment vais-je dire, c'est pas digne de Manchester ce qu'il montre pour le moment. Manchester, c'est l'aristocratie du football européen, hein. Ça fait partie du top 7, du top 8 européen niveau histoire. Et là ça joue mal. C'est techniquement très pauvre. T'as même des joueurs qui sont techniquement valables comme Pogba qui rendent à 10% et je sais pas pour quelle raison. Peut-être c'est à cause d'un conflit avec Mourinho où il est pas bien dans sa peau, où il est mal exploité, il est mal positionné. J'en sais rien, c'est peut-être sa faute, c'est peut-être pas de sa faute, mais le résultat est que sur le terrain, c'est un joueur, un milieu de terrain lambda comme il y en a tant d'autres, c'est plus le Pogba qu'on connaissait. Et voilà, j'ai vu une équipe qui jouait un peu le contre, avec peu de pressing, avec beaucoup de jeux basés sur le physique et voilà ce que je pense de Manchester. Sans manquer de respect évidemment à cette grande équipe, hein, mais je suis pas du tout impressionné. Après, le match de mercredi, c'est un match. Ça sort d'un contexte, c'est une situation particulière. C'est deux équipes de légende qui vont se rencontrer. On va peut-être voir un tout autre Manchester. Ils vont peut-être nous battre. C'est totalement possible. Mais là, au jour d'aujourd'hui, s'ils nous font le même match que dimanche, pour moi, il n'y a pas photo. Oui, mais après, même avec ses limites techniques, au final, ils passent vraiment tout près de battre Chelsea parce qu'ils se font égaliser à la dernière seconde, vraiment sur un but tardif. Moi, il y a une question que j'ai très envie de te poser, Erwan. C'est par rapport à Mourinho, justement. On a tendance à dire que c'est vraiment un conflit entre lui et les médias. Et après la défaite contre Tottenham 3-0, il est allé devant son public et il a été applaudi par son public. Donc toi, en tant que supporter, quel est vraiment ton avis sur José Mourinho? Ah, il est vraiment mitigé. C'est vraiment une question qui divise fortement tous les supporters de Manchester. Donc, on a d'une part ceux qui veulent lui attribuer tous les maux, et puis il y en a d'autres qui vont essayer, comme moi, je suis plutôt dans le second camp, qui vont essayer un peu de partager les fautes parce que
Il a aussi, il a beaucoup de circonstances atténuantes. Après la seconde saison, on fait une honorable deuxième place avec plus de 80 points. On est finaliste de la Cup. Et déjà là, il y a eu pas mal de critiques parce qu'on sort d'une saison blanche, mais dans le contenu, elle était meilleure que notre première saison, qui avait pourtant fini sur une Europa League et une Coupe de la Ligue. Et ensuite, il y a eu ce côté où la presse a un peu pris en grippe Mourinho sur le fait qu'il n'a pas gagné dans sa deuxième saison, qui est souvent sa saison à succès. Partout où il est passé, c'est la saison dans laquelle il a remporté le championnat. Et ensuite, il y a eu un peu de négativisme autour de Manchester durant la pré-saison, et aussi le fait qu'il n'y ait pas eu de grosses recrues hormis Fred. On attendait le défenseur central, on attendait l'ailier droit, on attendait des latéraux surtout. On a parlé d'Alexandro d'ailleurs de la Juve un petit moment. Et finalement, on n'a pas eu tout ça. On voit en début de saison que c'est aussi un des gros problèmes. Quand on voit contre Chelsea, on n'a aucun défenseur capable de relancer. On a Lindelof, mais c'est bien trop fragile physiquement. Aucune intensité dans les duels. Smalling, c'est tout le contraire. Beaucoup d'intensité, beaucoup de physique, mais niveau QI foot et technique, c'est pas non plus, ça devrait pas être titulaire à Manchester United. Les latéraux, Ashley Young, ça fait des années que ça dure, et c'est un peu le symbole de la décadence de United sur les dernières années, où on voit que des joueurs comme Young, Valencia ou même Fellaini, qui sont là et qui s'inscrivent dans la durée, alors que ça devrait pas se passer comme ça dans un club. Et Mourinho, il a essayé un peu d'améliorer l'effectif. Il fait très peu d'erreurs dans ses mercatos. Quasiment toutes ses recrues sont des réussites, sauf pour l'instant Sanchez et Mkhitaryan. Mkhitaryan, il s'en est débarrassé. Sanchez, on n'a pas encore un an de Sanchez à Manchester, donc c'est encore difficile de poser un jugement définitif. Et au final, malgré des bons résultats avec ses recrues, on lui a pas donné l'enveloppe qu'il demandait. Pourtant, c'était légitime vu sa deuxième saison. Il y avait quand même du bon, à part Séville qui a vraiment laissé des séquelles. Mais sinon, il y avait vraiment du bon. Et donc, du coup, il essaye de poursuivre avec ce groupe. Il doit aussi jouer avec la baisse de forme individuelle de pas mal de joueurs. Par exemple, Lukaku avait fait une très bonne saison l'année passée, que ça soit statistiquement ou dans le jeu. Il s'était vraiment amélioré, il avait comblé pas mal de ses lacunes techniques. Ici, on n'a pas du tout ça. On a un Lukaku, on a l'impression de revoir le Lukaku dont tout le monde s'était fait une image à Everton, le Lukaku qui fait des contrôles à 3 mètres de lui, qui participe peu au jeu et qui est juste un bulldozer, quoi. Et Matic, pareil. Matic, il est revenu d'une blessure de la Coupe du Monde. Mais ensuite, il est jamais revenu pleinement. Et ensuite, quand on additionne la pauvreté d'effectifs en défense, surtout le manque de forme, les joueurs hors de forme, on arrive à pas mal on se rend compte que les fautes sont vraiment partagées, qu'il n'y a pas seulement sur Mourinho. Et au final, ça crée une atmosphère vraiment difficile. Et petit à petit, là, on essaye quand même de revenir après le comeback contre Newcastle qui était vraiment incroyable parce qu'on s'y attendait pas. On pensait vraiment que les joueurs avaient lâché Mourinho, mais finalement, il y a vraiment une belle rébellion. Ici, contre Chelsea, la deuxième mi-temps, on aurait sans doute on aurait mérité de repartir avec les 3 points, c'est pas passé. En plus, il faut pas oublier que Chelsea, c'est quand même une des seules équipes invaincues du championnat pour l'instant. C'est une équipe qui prône la possession, le beau jeu, vous connaissez ça rythme mieux que moi encore. Et il a quand même réussi à négocier tactiquement ce match, surtout dans la deuxième mi-temps. Après la première mi-temps, oui, c'était assez. Encore une fois, c'est le côté où on n'a pas d'entame de match. À chaque fois, on dirait qu'on a du mal à se motiver à rentrer dans une rencontre, et qu'une fois que on a l'électrochoc, on encaisse un but, et qu'ensuite on comprend qu'on est capable de faire mal à l'adversaire, et là on se laisse aller. Enfin, on se laisse aller, on lâche les chevaux, et là ça va beaucoup mieux. Mais c'est ça qui me fait peur contre la Juventus, parce que contre la Juventus, tu peux pas te permettre d'encaisser le premier. Contre la Juventus, si t'encaisses, c'est quasiment impossible à franchir comme défense. Donc voilà, je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit un peu. Tu dédouanais un peu Mourinho, enfin si j'ai bien compris, en disant que les joueurs sont aussi coupables. Mais les joueurs, la direction. Voilà, mais tous ces joueurs physiques, je veux dire, parce que ces joueurs physiques, vous avez joué contre la Juve a aussi un milieu de terrain physique à part Pjanic, Matuidi, etc. C'est des joueurs aussi qui basent leur jeu sur le physique avant de la technique. Ça c'est sûr. Mais quand vous allez jouer contre des tripoteurs de ballons, les Matic et Lukaku, etc., ils vont se faire détruire, parce que techniquement, c'est juste faible. Et qui les a voulu, ces joueurs physiquement forts et techniquement faibles? Qui les a voulu? Qui les a choisis? C'est un peu lui aussi. Pogba aussi, il a rendu superbement la Juve, il a rendu superbement avec la France pendant ce mondial.
et qui n'arrive pas non plus à l'exploiter correctement. Moi, je pense quand même que sa responsabilité est quand même super importante, parce que Chelsea, ils sont pour le moment invaincus, ils ont un bon entraîneur, etc. Mais Chelsea, à part 3 ou 4 joueurs, pour moi, l'effectif est juste bof, hein. T'as Rudiger en Italie, c'était un défenseur moyen. David Luiz, à chaque fois qu'un grand club l'achète, après ils le vendent. Morata, c'est la vie d'un remplaçant. Kovacic, je sais même pas s'il a été titulaire les 3 dernières années. Jorginho, oui, voilà, mais sans plus. En Italie, si tu devais dire les 3 ou 4 meilleurs milieux de terrain du championnat, il n'était pas dedans. Tu as qui en bon? En bon, t'as Hazard. Alonso qui était passé par la Fiorentina aussi. Alonso à la Fiorentina, c'était vraiment... C'était bof à la Fiorentina, mais avec Conte, il a passé un cap. Oui, peut-être, mais t'as qui de vraiment fort à Chelsea? T'as Hazard, t'as Kanté, l'Espagnol à Azpilicueta là, qui m'a l'air quand même pas mal, mais moi, je vois personne d'autre de waouh à Chelsea. Chelsea, c'est juste une équipe moyenne haute, c'est sans plus, hein. Et... Ils ont quand même des valeurs sûres, hein. Il faut quand même Kepa, il est quand même auteur d'un bon début de saison. Ensuite, on a David Luiz. Ok, il a été écarté par Conte, mais globalement, ça reste une valeur sûre qui a des références en Ligue des Champions. C'est très loin de tout ce qu'on a à Manchester. Oui, mais ce que je veux dire, c'est pas qu'il est mauvais. Il est beaucoup plus équilibré, l'effectif de Chelsea, quand même plus équilibré. Et en plus, en ce moment, ils bénéficient d'un Eden Hazard qui est parmi les meilleurs du monde, tellement il est impressionnant dans sa forme actuelle. Donc du coup, c'est difficile, d'accord, ils ont pas de neuf, mais ils ont la confiance. Et le problème, c'est que United, pour l'instant, ils ont une panne de confiance et ça revient seulement. Ensuite, tu parlais de Matic, Lukaku. Tu disais, c'est qui a voulu ces joueurs techniques, enfin, c'est voulu joueurs physiques mais pas techniques. J'aimerais quand même revenir sur leur saison passée aux 2 joueurs. C'est quand même, l'année passée, c'était 2 de nos 3-4 meilleurs joueurs avec derrière de Rea et ensuite il y avait Pogba, Lukaku et Matic, quoi, parce que Matic, il a porté un équilibre. D'accord, techniquement, il va pas faire des folies, mais c'est vraiment un régulateur, quoi. Enfin, un régulateur, quelqu'un qui va maîtriser le tempo d'un match. Et ensuite, Lukaku l'année passée, franchement, dans tout ce qui était, il dézonnait bien, il remisait, il pouvait faire des transversales. C'était pas le Lukaku auquel on s'attendait quand il débarque. Il a vraiment évolué. Donc, moi, je pense vraiment qu'actuellement, il y a la Coupe du Monde qui a joué sur ces 2 joueurs, sur Matic et sur Lukaku. Maintenant, ça n'excuse pas tout, hein. Il y a pas mal de faiblesses dans le jeu, je sais bien, mais par exemple, le fait qu'il y a quelques années, enfin il y a 2 ans, il fait venir Eric Bailly. Il y a 1 an, il fait venir Lindelof, et finalement, il a jamais réussi, enfin sur la saison passée, il a jamais essayé d'installer vraiment cette charnière-là, alors que c'est une charnière jeune, etc. Évidemment qu'il a le traitement de Martial, de Rashford, quand tu vois, c'est pas des joueurs qui ont vraiment évolué. Évidemment qu'il a ses torts, mais je voulais juste rappeler que les torts étaient quand même partagés, parce que c'est vrai que quand on n'observe pas attentivement United d'extérieur, encore, tu faisais la réflexion, tu disais que tu regardais très peu les championnats étrangers. Bah ouais, on a souvent cette impression, oui, Mourinho, c'est vraiment, et c'est aussi ce que veulent faire passer les médias, c'est Mourinho est le grand méchant loup, et c'est pas totalement le cas. C'est ce que ça, non, j'ai pas dit ça. Quand tu dis techniquement qu'il faut des joueurs forts pour pouvoir couvrir les joueurs techniques, mais là-dessus, il y aura pas plus d'accord que moi là-dessus. Pour moi, c'est une évidence. Mais le problème, c'est que t'as des joueurs forts physiquement qui couvrent des joueurs forts physiquement. Quel est le joueur technique et créateur dans cette équipe au milieu de terrain? Il y en a pas, parce que Mata, c'est pas vraiment un milieu de terrain, tu vois, c'est plus 110, il est plus haut, mais il y en a pas. C'est que j'ai l'impression de voir une équipe d'athlètes, tu vois, d'avoir une équipe. Mais justement, le milieu créatif, c'est censé être Pogba, et Pogba, c'est même pas une question de Coupe du Monde, parce qu'il avait rejoué directement contre Leicester, il avait sorti une bonne performance contre Leicester, malgré qu'il soit revenu très tôt de la Coupe du Monde en étant allé jusqu'au bout. Ensuite, c'était pas une question de positionnement. Avec l'équipe de France, il a joué dans un milieu à 2. Pogba, il est tellement complet qu'il peut jouer partout. Et je pense que le fait que il doit accepter le fait que dans un milieu à 2, il est peut-être meilleur. Et si c'est vraiment son positionnement qui fait qu'il décide il choisit ses périodes dans un match, c'est vraiment un manque de professionnalisme. Parce que c'est vraiment, on n'a pas l'impression qu'il est bridé par un système. On a vraiment l'impression que Pogba, il décide quand il a envie de jouer. Il y a pas longtemps, dans un match, je pense qu'en Newcastle, en première mi-temps, il rate une bête passe de 5-6 mètres, il la met en touche. C'est quelque chose qu'on voit jamais. Enfin, on a jamais. Mais toi, tu penses qu'il fait exprès? Tu penses qu'il fait ça pour se venger de son entraîneur? C'est quoi la raison pour toi? Bah, s'il voulait se venger de son entraîneur, je pense qu'il choisirait pas du tout ses périodes dans un match. Je pense juste qu'il y a c'est le Pogba, qu'on décrit depuis tout le temps, j'ai envie de dire. Le Pogba qui a du mal à trouver une certaine, comment dire, à être strict dans
dans ses performances, une certaine régularité. Il aime, c'est ce qui fait encore, c'est le dernier cap pour moi que Pogba a vraiment à franchir. C'est vraiment être dans cette régularité. Et je pense vraiment que c'est ça. Et c'est même pas une régularité, je parle sur une saison, parce que globalement, il est bon, il rate rarement un match, mais il rate des morceaux de match. Je veux dire, à partir du moment où il a haussé son niveau contre Chelsea, c'est nous qui avons pris le dessus, quoi. Mais Erwan, en question assez rapide, demain t'es président de Manchester United, tu changes Mourinho tout de suite, tu le laisses jusqu'à la fin de la saison et tu changes après, ou il a ta totale confiance? Si je suis président d'United, d'abord j'essaye de voir vraiment l'atmosphère du vestiaire, parce que c'est ça qui décide, parce que à partir du moment où le vestiaire franchement n'est plus derrière un entraîneur, ça sert plus à rien de continuer. Mais sinon globalement, moi j'aimerais bien quand même le revoir, mais en lui donnant une certaine indépendance sur le mercato, c'est-à-dire lui donner les moyens et faire venir ses recrues d'abord. C'est vraiment ce que j'aurais voulu, parce que là c'est difficile encore une fois pour vraiment. Ici encore, il a quand même pas mal d'excuses, je trouve, sur cette saison, et encore il y a encore pas mal de moyens de relever la barre. Mais en tout cas, si je devais vraiment faire un choix entre le virer maintenant ou en fin de saison, j'attendrai la fin de saison. De toute façon, je suis pas pour virer un entraîneur en cours de saison, quel que soit le contexte. Émilie, demain, si la Juve s'impose, elle sera pratiquement qualifiée. Moi, j'ai pas souvenir de 3 victoires consécutives depuis un moment sur la phase de poule de la Ligue des Champions. Aller chercher la victoire demain à Old Trafford et donc la qualification, pratiquement, ce serait un message fort et un signe d'ambition européenne largement revu à la hausse. Ce serait l'idéal, effectivement. Et puis en plus, on est sur un match à l'extérieur, donc ça a de la valeur. Maintenant, moi, je vais pas dire que je suis pas optimiste, mais malgré tout, le visage qu'on a montré en deuxième période contre le Genoa, moi, il me fait peur. D'un point de vue offensif, je nous trouve un peu perdus si on reste sur cette dynamique-là. J'attends vraiment en fait que certains joueurs comme Dybala, Douglas Costa passent un cap en Ligue des Champions et puissent vraiment être efficaces. Pareil, Cancelo, c'est là qu'on va les attendre, quoi. Donc j'espère qu'ils seront présents et qu'ils sauront nous mettre bien dans le match et nous aideront à tuer le match aussi. J'espère qu'on n'attendra pas trop longtemps avant d'ouvrir le compteur de buts et j'espère aussi qu'on sera capable de tenir la longueur du match, les 90 minutes, et qu'on s'endormira pas une fois qu'on aura marqué un but, parce que ça nous est fatal à chaque fois, et on voit que comme on a une défense qui est pas forcément notre point fort en ce moment, c'est quelque chose qui peut coûter vraiment très cher. Enfin, j'ai regardé le match de ce week-end, c'est vrai qu'il y a une certaine, on a vu une certaine suffisance à partir d'un moment, mais je pense qu'en Ligue des Champions, Allegri sera motivé, ses troupes, et ça posera pas un problème, justement, c'est même ça qui me fait peur, parce que la Juventus, c'est une des seules équipes au monde où tu sais qu'il y aura pas cet excès de confiance quand ils vont venir. Et donc du coup, c'est vraiment, pour moi, c'est un des adversaires que je voulais éviter le plus en Ligue des Champions, notamment avec l'Atlético, parce que c'est des équipes qui sont tout le temps à 100% et qui laissent rien passer pour l'adversaire. Donc moi, je pense pour niveau attitude, ils seront là demain, la Juve, et techniquement, bah ça reste quand même supérieur. Donc Bah écoute, on va voir un peu ce que ça donne. Hein. Vu que Fio n'est pas là, on va continuer sans lui. Il a eu un petit problème de déco là. Sinon, Erwan vient de donner son avis sur le match de demain, qu'il a peur un peu. Tu t'attends quoi comme résultat, Erwan? Bah ça se joue. Bah pour moi, ça sera le match. Allez, je vais être optimiste pour Manchester. Je vais dire un match nul. Allez, Amy, vas-y, dis-moi ce que tu penses du match de demain. Bon, pour moi, on gagne. J'attends Ronaldo, j'attends Dybala. Moi, je veux voir des buts. Alors moi, je vais donner mon avis sur le match de demain. Si les deux équipes jouent à 100%, si les équipes sont au top demain, je pense qu'on gagne. Parce qu'à part sur 2 postes, celui de Pogba et du gardien, on est supérieur en niveau effectif. Donc à part ces 2 joueurs-là. Donc je pense qu'on gagne, ces 2 équipes sont à 100%. Si maintenant on se retrouve avec la Juve qui mène et qui après on nous fait une deuxième mi-temps comme à Genoa, qu'on se sent supérieur et tout, là on perd, mais sans aucun problème. Et puis, encore une fois, Manchester, c'est l'aristocratie du football, jamais les sous-estimer. On parle de Coupe des Champions là, c'est un match qui n'a rien à voir avec le championnat. Ouais, moi je pense aussi qu'il y a un facteur X qui est vraiment à prendre en compte, c'est Mourinho, parce que globalement sur la période Mourinho, on a vraiment d'excellents résultats contre les gros clubs dans le championnat. L'année passée, on avait le deuxième meilleur bilan contre le top 6. Cette saison, il y a le 3-0 contre Tottenham, mais dans le contenu, c'est vraiment pas représentatif. On fait 2-2 à Chelsea. Donc même en étant plus ou moins en crise, on va quand même chercher 2-2 à Chelsea en méritant en perdant en perdant les 3 points à la dernière seconde. Donc dans les gros matchs, on est souvent présent.
Et maintenant, il faudra voir tactiquement ce qu'est capable de faire Mourinho, quoi, parce que dans les gros matchs, il a souvent quelque chose de cohérent, et donc contre la Juventus, à voir, mais ça me semble tellement difficile à gérer. La Juventus, elle est tellement adaptée à n'importe quel contexte. Si elle doit dominer, avoir la possession, avoir 75%, elle les aura. Enfin, elle va réussir à trouver la solution. Si elle doit avoir 30%, elle trouvera la solution aussi. Donc c'est vraiment bizarre. Malheureusement, je sais pas si tu es au courant, la Juventus, là, on a eu un blessé de dernière minute qui est Mandzukic, et hier, on a découvert que Emre Can avait un problème. Ouais, vous avez que 3 milieux disponibles. Ouais, j'espère ça ira. Kedira, il est pas là, et ça c'est très bien. C'est une bonne chose. Mais pour le reste, on a quand même une équipe légèrement décimée, surtout au milieu de terrain. Enfin, on va essayer de faire le mieux. Là, en attaque ou Bernard Deschi? Normalement, ça devait être Mandzukic en pointe, Ronaldo à gauche et Bernardeschi à droite. Et là, Ronaldo, lui, il va peut-être passer au centre. On va peut-être mettre Dybala sur les côtés, ou alors, mon avis personnel, je mettrais Dybala en centre, Bernardeschi à droite, Ronaldo à gauche, et voilà, ça serait un peu comme ça. Bref, on va conclure ce podcast. Alors déjà, je voudrais vous remercier à tous d'avoir participé à ce podcast. Amy, comme d'habitude, Erwan qui est venu nous accompagner, Fio qui est pas là parce qu'il est déco, et croisons les doigts pour le match de demain, pardon. Je vous embrasse à tous. Salut Amy, salut Erwan. Salut à tous.